on va débuter par l'appel. Donc, M. Fourcade présent, Mme Font, Mme Monnier, M. Jonca, Mme Labbé, M. Marco, M. Avila, Mme Bagnouls, Mme Coste, M. Martinez, M. Albafouille, M. Lictevou, Mme Jourdan, absente, qui donne le pouvoir à Christiane Monnier. M. Moulinet-Luc, absent, qui donne le pouvoir à Frédéric Jonca. Mme Coculé, absente. Mme Barthès. M. Fournet, donc, qui est absent, qui donne le pouvoir à Janine Labbé. Et Patricia Albafouille, qui est absente et qui donne le pouvoir à M. Banet. M. Banet. Mme Ferreira. Mme Sanchez-Guyot, absente, et pouvoir à Mme Ferreira. Voilà, donc avant de débuter la séance, et je donnerai l'heure après, donc la présentation de Eugénie qui est derrière moi, qui rejoint l'équipe municipale avec le départ de Marine qui est à côté d'elle. Voilà, on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue, Eugénie. Et ensuite, donc, même si on se le dira après, c'est dans l'équipe municipale, il y a quelqu'un qui fait son anniversaire aujourd'hui, c'est Robert. Donc, bon anniversaire, Robert. Voilà. Donc, il est 18h32, je déclare le conseil municipal ouvert. Je vous propose de nommer comme secrétaire des séances Christiane Monnier, comme à l'habitude, ça vous va? Allez, on prend acte. Donc, le premier dossier, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 25 février 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Prenez le micro. Alors moi, j'aurais juste voulu vous remercier d'avoir communiqué le procès verbal et en particulier d'avoir inclus les échanges concernant les débats sur la voirie. Par contre, j'aimerais juste rajouter un point. Il est mentionné que vous adressez à une personne du public en disant « J'espère que vous ne fumez pas ». Parlez devant le micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne comprend pas. Ah. Vous avez mis « J'espère que vous ne filmez pas monsieur », en même citant son nom. Alors, je me permets de vous rappeler qu'il est injustifié que selon une réponse du ministère du 10 février 2009, confirmée par la jurisprudence administrative, le public comme les élus ont le droit d'enregistrer ou de filmer les séances du conseil municipal. Et même de les diffuser tant qu'ils ne perturbent pas le bon déroulement des débats. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, mais pourtant vous avez dit à cette personne de ne pas filmer. Mais parce que j'avais envie de le lui dire. Ah, donc on s'octroie, on peut dire ce qu'on veut. Je m'octroie rien du tout, il fait ce qu'il veut après. Voilà. Donc on peut dire ce qu'on veut et c'est normal. Et ça, par contre, c'est dans le je procès pense verbal. que le conseil municipal, ici présent, donc avec toutes les interventions qu'il y a, on entend souvent ce qu'on veut et voilà quoi. Donc c'est comme ça. D'accord. Voilà. Ça sera retranscrit. Mais la personne à qui je me suis adressé connaît très bien le texte comme moi, donc elle sait très bien. Non, mais moi je ne le savais pas parce qu'il y avait déjà eu un débat une fois qu'une personne voulait filmer, vous lui avez dit que c'était pas possible. On avait réexposé cela, vous avez dit que c'était pas possible. Tout est sous vidéo, tout est écrit, tout est public. Je vois pas l'intérêt de l'attitude. Alors c'est pas le cas puisque c'est pas ce qu'il faisait, mais voilà. Mais en pour plus, autant, ça a été voilà. Des accusations à tort. Je trouve ça à partir du moment où on peut aller sur YouTube, prendre le truc et on a tout ce qu'il veut. Quoi. Voilà. Bien, votre question? Oui, j'ai pas fini. Allez-y, madame. Donc, après, la deuxième chose, c'est que vous dites dans la vidéo, qu'on peut voir sur YouTube, ensuite, le référendum, ça n'existe pas, le référendum. Ce qui existe pour ce type de projet, c'est une concertation citoyenne. Oui. Alors, encore un article, LO 1112-1 du Code général des collectivités territoriales, si je me trompe, qui stipule l'Assemblée délibérante d'une collectivité territoriale pour soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Cela s'applique également aux projets relevant des compétences du maire. D'accord. Nous ne sommes pas dans un cadre informel. Le recours au référendum local est parfaitement légal et possible. Si je ne me trompe pas non plus. Tout est légal. Dans l'expression citoyenne, tout est légal. La seule chose que l'on fait, nous, c'est que par rapport donc, au dossier dont vous parlez, nous faisons donc ce que notre service juridique nous dit de faire, et donc nous faisons cette démarche-là. Ce n'est pas le référendum qui a été choisi, mais c'est une voie démocratique. Mais pour autant, oui, mais vous avez dit que ça n'existe pas. Dans ce qu'on a prévu de faire, non. D'accord. Bon, mais c'était juste que je voulais remettre les choses. Voilà, mais par contre, donc, ce que je ferai, parce que là, je parle donc, et je découvre donc votre question, bien évidemment, et votre interrogation, qui est légitime. Hein. Je me renseignerai quand même pour ce qu'il y ait, parce qu'il y a la possibilité de faire un référendum
et l'obligation de faire un référendum, c'est deux choses bien différentes. Mais c'est juste que vous avez Et dit que ça comme donc, n'existe pas je et pense que j'ai juste relevé notre ça. avocat en droit public nous donne exactement la matrice qu'il faut. J'espère qu'il ne s'est pas trompé, mais je reviendrai vers vous au prochain conseil municipal pour vous le dire. Merci. Avec plaisir. Autre chose? Bien, donc moi sur le compte rendu, j'ai plusieurs choses également à dire et à repréciser. La première est à repréciser. Donc sur l'intervention de M. Banet, je reviens sur votre intervention du dernier conseil municipal concernant le dossier 17 relatif au retour de la concertation citoyenne pour le contournement. Vos propos nécessitent des rectifications précises. Vous avez dit, je vous cite, « Comme vous le savez, la population de notre commune a été établie par l'INSEE à 3 525 habitants au 1er janvier 2025. C'est une première erreur parce que nous étions au 1er janvier 2025 3 642. Vous avez soutenu que les services, dans la mesure où notre commune est d'une strate d'au moins 3 500 habitants, parce que c'était ça vraiment le sujet, qu'on ne vous fournissait pas la quantité de documents prévus par le CGCT dans l'envoi que nous vous faisons lors d'une séance de conseil municipal. Ce raisonnement est également erroné. Je vous rappelle, et ce n'est pas donc la première fois, que la population à prendre en compte est celle établie lors du dernier renouvellement du conseil municipal, conformément à l'article R 2151-4 du CGCT. À cette date, nous étions moins de 3 500 habitants. Nous étions exactement 3 489 et le recensement avait été réalisé donc un mois avant. Ce qui justifie d'ailleurs que notre conseil est composé de 23 élus et non de 27. Il n'y a donc aucune obligation légale à fournir d'autres documents que ceux envoyés et par conséquent, aucun manquement de la part de nos services. En insinuant le contraire, vous remettez une nouvelle fois en cause le travail de notre DGS et de ses équipes. Ces accusations répétées sont infondées et inacceptables. C'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Je sais que vous me visez à moi, mais c'est pas moi qui fais le travail. Eh bien, la preuve. Donc, ces accusations répétées sont infondées et inacceptables. Les services municipaux respectent scrupuleusement la loi et les délais de transmission des documents. Dire le contraire ne témoigne ni d'un souci de rigueur ni de respect. Ici, nous respectons la loi. Merci de ne plus en douter publiquement sans vérification préalable. Voilà. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va vérifier, bien sûr. Également, j'ai pas terminé. Également, toujours sur le même sujet du contournement, lors du précédent conseil, vous avez affirmé avoir demandé, sur le fondement de l'article 21 et le 21-21-13 du CGCT, je vous cite, un certain nombre de documents que vous n'auriez jamais reçus. Je suis allé vérifier, avec les services, aucune trace d'une demande écrite de votre part, ni sur ce sujet, ni sur d'autres d'ailleurs. Donc, soyons clairs, cette déclaration de votre part est fausse, puisque vous n'avez jamais demandé de documents. D'accord. D'accord. Cela pose une question. Étiez-vous l'auteur de votre intervention? Étiez-vous l'auteur de votre intervention? C'est vous qui avez écrit ça? Je vous pose la question. Oui, oui, bien sûr que c'est moi qui l'ai écrit. D'accord, donc c'est pas vous. Bon. J'en sais que vous nous demandez des documents. Vous dites que vous nous avez demandé des documents et vous n'avez jamais rien demandé. Bon, non, je ne suis pas dans la maternelle. J'essaie d'être précis. Cela pose une vraie question. Donc, étiez-vous donc l'auteur de cette intervention ou avez-vous simplement lu le texte écrit par un tiers? C'est possible aussi, mais il n'y a rien d'interdit pour cela. Voilà. En fait, vous avez servi de relais. Sans recul, ni vérification de votre part, parce que les questions que vous me posez dessus, elles sont erronées, donc ce n'est pas vérifié. Donc, en clair, un porte-voix en quelque sorte et rien de plus, quoi. Ce procédé, pour moi et pour les élus que nous représentons, est inacceptable. Un élu ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre. Le conseil municipal n'est pas une tribune d'expression déléguée. Seuls les élus ont la parole en séance, comme le rappelle l'article L 21-21-18 du CGCT. Faire passer la parole d'un administré à travers un conseiller, c'est instrumentaliser le débat et c'est détourner le conseil municipal de sa fonction. C'est une forme de mépris pour cette assemblée et pour vos collègues. Et ce n'est pas la première fois que ce procédé est utilisé, parce que je reviens sur les documents, sur le mandat précédent, comme les mandats avant que nous soyons élus. Et donc le mandat précédent, nous donnions, comme au début de ce mandat, nous donnions exactement la délibération. Sauf
que des gens de votre équipe s'en servaient pour aller discuter avec des tiers dans la ville avant que le conseil municipal se soit réuni. Souvenez-vous de cette époque. C'est la raison pour laquelle on s'en tient au strict de la loi maintenant. Voilà. Alors, quant à l'auteur réel de ces propos, connu dans le Landerneau espiranin, pour ses prises de position sur un sujet unique, sa manière de s'immiscer dans nos débats, par ce biais, est révélatrice d'une certaine vision de la démocratie. Une démocratie sans règles, sans respect et sans responsabilité. Ce n'est pas un citoyen engagé, pour moi, c'est un agitateur. Et il fait ça en terrain connu. Les réseaux sociaux, 3 points de suspension. Vous pouvez regarder, ne vous inquiétez pas, je suis enregistré. Vous pourrez travailler directement, avec du recul, sur ce que je dis. C'est-à-dire le lieu où les expressions polémiques sont faciles. Les raccourcis pratiques, courantes. Par contre, sur le terrain, la réalité en est tout autre. Pour preuve, la dernière manifestation annoncée sur les réseaux sociaux non, j'ai mis le doigt dessus. C'est un jeu de mots. Alors, pour preuve, la dernière manifestation annoncée sur les réseaux sociaux, avec grand bruit, en est révélatrice. 28 personnes au total. Parmi elles, 13 qui n'étaient même pas de la commune. Restent 15 espiranins, enfants compris, soit 11 adultes. Voilà ce que représente réellement cette contestation. Un petit groupe bruyant, pas une majorité silencieuse. Et si cette majorité se mettait à manifester, il y aurait plus de 500 personnes pour le projet. Oui, le droit de manifester existe, mais se donner l'importance d'un mouvement populaire à 11, c'est de la mise en scène. Permettez-moi de vous lire une citation dont l'auteur est anonyme, vous pourrez le vérifier également. « L'hypocrisie est seulement un hommage à l'intérêt particulier, je rajouterai le leur. Cette méthode, M. Manet, nuit à la démocratie locale. Elle ne grandit ni votre fonction, ni ceux qui vous manipulent. » Et je ferme le banc. Mais vous avez le droit de répondre, bien sûr. Ça y est. En parlant de démocratie, monsieur, je crois que vous n'avez pas d'ordre à me donner, parce que vous n'avez aucune démocratie, vous. En parlant de des collègues, il n'y en a aucun qui nous parle, déjà d'un. Vous avez interdit qu'ils nous parlent, d'accord? Ben oui, oui, oui. Répondez, oui, vous avez interdit qu'ils nous parlent, certains. Madame Foy rigole, mais bon, elle peut rigoler, c'est sûr, parce qu'une fois, elle m'a envoyé un courrier, elle ne sait même pas où c'est qu'elle habite, alors je suis désolé. La démocratie, ben, ne parlez pas de démocratie, parce que vous n'en avez aucune de démocratie, vous. Après, sur le sujet, oui, je suis contre ce contournement. Et la majorité silencieuse, comme vous dites, oui. Il y en a beaucoup qui sont contre, oui, oui. Qui ne sont peut-être pas les manifester, mais il y en a énormément qui sont contre. Mais ils ne s'expriment pas trop. Hein. Eh bien oui, ils ne s'expriment pas trop parce que peut-être qu'ils n'osent pas s'exprimer. Comme chaque fois qu'on s'exprime, on porte plainte sur les réseaux et tout ce qui s'ensuit, avec des avocats qu'on paye pour vous. Merci. Hein. J'ai aucune leçon à recevoir de vous, M. Fourcade, moi. Mais c'est pas une leçon, monsieur. Je parle pour le groupe. Est-ce que c'est clair? Quand je vois que moi, les 18 ans de mon fils, moi, une famille d'ici, on change un peu de sujet, j'ai dû faire les 18 ans de mon fils à Bachas, parce que la salle de Jean Quérol était libre, on ne me l'a pas laissé. C'est la démocratie, ça? Avec mademoiselle Mathieu derrière, ils ont fait leur anniversaire à Bachas, parce qu'ils n'ont pas eu la salle. C'est normal, ça? Je ne suis pas au courant. La salle, ben, moi je vous le dis, demandez à votre voisine, elle est au courant. Oui, oui, demandez-lui, elle. Et ça, je ne laisserai pas passer. À 18 ans, mon fils il a fait son anniversaire à Bachas parce que la salle Quérol était vide. Il a une salle. Hein, ah ben heureusement, parce que sinon on ne pouvait pas la faire, on nous l'a refusé ici. Vous plaisantez ou quoi? Alors moi, ne me chauffez pas, hein, parce que moi je suis un peu d'espira. Je ne suis pas une aphagite, moi. Hein, d'accord? Ok, on est clair? Moi, oui, ça va voir. Oui, ça va voir. Parce que vous faites beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Oui, si vous voulez. Mais là, vous parlez de notre sujet, mais pour autant, moi, on a un règlement pour louer les salles. 2 secondes. Il y a un règlement pour louer les salles. Et donc, de fait, donc, si on ne vous a pas loué la salle, je pense qu'elle devait être occupée, peut-être. Il devait y avoir une raison. Non, M. Manet, sincèrement. Oui, non, mais je crois ce que vous me dites. Hein, mais je ne suis pas d'accord avec le fond de l'histoire. Je ne pense pas que ça soit ciblé. Je continue, on va finir l'année, vous allez voir. Oui. On va s'amuser. Ouais, si tu veux. Sans problème. Madame. Oui. T'inquiète pas. Juste une question. On est quand même des élus pour représenter les citoyens. Oui. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Parce que je trouve le moyen qui est pas correct.
Aujourd'hui, quand on parle en son nom et que c'est pas nous, pas la personne qui a écrit, c'est un peu, voilà, je trouve pas ça correct. Et ben voilà, c'est mon point de vue, j'ai peut-être tort, hein, mais c'est mon point de vue. Bon, alors, nous allons passer au vote, si vous le voulez bien. Si tu vas attendre de finir votre parole, mais c'est très correct. Là, c'est vrai qu'on est en démocratie encore. Eh ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que quand on dit les choses, eh bien, que ça ne vous convient pas, c'est plus de la démocratie. Par contre, quand vous vous l'exprimez, là, il n'y a pas de problème. Bon, on va passer au vote, si vous voulez bien. Allez, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vous contre ou vous abstenez? Comment? Contre. Et donc, à la majorité, je vous remercie. Information du Conseil sur les décisions du maire prises par délégation. Oui, je m'en doutais. Décision. Décision 6. Allez, on se calme. On a le droit de s'exprimer ici. On n'est pas du même avis, mais voilà quoi. Donc, allez, on continue. On continue. Décision numéro 6. Marché à procédure adaptée, donc MAPA, pour la réhabilitation de l'espace Keirol. Décision numéro 7. Concession dans le cimetière communal. Décision numéro 8. Une autre concession dans le cimetière communal. Décision 9. Marché à procédure adaptée pour la création d'une zone à coupure de combustible sur 27 hectares et demi. Décision 10. Concession encore dans le cimetière communal. Décision 11, renouvellement de l'adhésion à l'association des maires, des adjoints et de l'intercommunalité des PO pour l'année 2025. Décision 12, autorisation d'occupation du domaine public à la commerçante. Décision 13, avenant numéro 2 du marché à procédure adaptée pour la requalification bourg-centre. Aménagement extérieur. Décision 14, autorisation d'occupation du domaine public à la commerçante. Décision 15, autorisation d'occupation du domaine public à la commerçante. Décision 16, décision de renouvellement de l'adhésion à l'agence d'urbanisme catalane Orca. C'est le dossier Espira 2040. Décision 17, décision budgétaire modificative portant virement de crédit de chapitre à chapitre par fongibilité. Ensuite, donc, tous les petits montants, comme vous le savez, vous avez un registre le jour du conseil municipal. Et donc, vous pouvez le consulter. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 3, prise en charge des frais professionnels pour tous les agents, présenté par Madame Monnier. Dans le cadre des formations continues obligatoires de tous les agents municipaux, ceux-ci peuvent être amenés à avoir des frais d'hébergement durant les formations. De ce fait, le dispositif juridique applicable aux frais de déplacement des agents communaux conduit la collectivité à délibérer. Le maire rappelle qu'est considéré en déplacement l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Il est proposé au conseil municipal de rembourser les frais d'hébergement de l'agent dès lors que l'agent a été préalablement autorisé. Le remboursement intervient sur présentation des pièces justificatives. Considérant que le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, considérant que l'arrêté du 20 septembre 2023, modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006, fixe les taux des indemnités de mission prévus à l'article 3 du décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006 subdivisé comme suit. Donc vous avez le tableau, l'hébergement, le taux de base est de 90 €, pour le déjeuner 20 € et pour le dîner 20 €. Le taux d'hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 150 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. Considérant qu'en vertu de l'article 7-1 du décret numéro 2001-654 susvisé, il appartient à l'Assemblée délibérante de la collectivité ou du conseil d'administration de l'établissement de fixer en métropole le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement. Ainsi est-il proposé au conseil municipal de retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais d'hébergement dans les conditions réglementaires subventionnées
sur présentation des justificatifs afférents. D'autoriser Monsieur le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. De retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du soir de l'ordre de 20 € par repas au maximum sur présentation des justificatifs afférents. De ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement. Merci Christiane. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier 4. Élection du président de séance pour l'adoption du compte financier unique 2024, du budget principal et des budgets annexes. Donc, l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal élit son président pour le vote du compte administratif, le CFU. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'élire Nathalie Font, première adjointe au maire, présidente de séance pour le vote du compte financier unique 2024, du budget principal et des budgets annexes. D'autoriser le maire, l'adjoint au maire et le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Est-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je quitte la séance. Oui. Alors, Janine Labbé, pour l'ordre du jour numéro 5. Adoption du compte financier unique de l'exercice 2024 du budget principal. Conformément aux articles L 1612 portant sur l'arrêté des comptes de la commune, L 2121-14 portant sur le vote du compte administratif, L 2312-1 et R 2313-8 portant sur la publicité des documents budgétaires du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif retrace le bilan de l'année écoulée et doit être formellement adopté par le conseil municipal. Considérant l'article 205 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents. Considérant la décision de la commune de passer au compte financier unique pour le budget principal et les budgets annexes dès 2024, adressé par courrier à Monsieur le comptable public en date du 25 juillet 2024. Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultats synthétiques et des taux des contributions et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU. Donc, le compte financier unique CFU 2024 du budget principal de la commune d'Espira présente les chiffres suivants. En section de fonctionnement, recettes 4 645 054,59. En dépenses, 3 969 463,11. Ce qui donne donc un solde d'exécution 2024 de 675 591,48. Nous avons un résultat antérieur reporté d'1 679 823. Le résultat de la clôture 2024 est de 2 355 414,48. Le solde des restes à réaliser 0, ce qui fait un résultat cumulé de 2 355 414,48. En section d'investissement, les recettes 3 727 345,46. Les dépenses 2 889 988,46. Le solde d'exécution 2024, 837 357. Le résultat antérieur reporté, 1 332 418,64. Le résultat donc, de clôture 2024 est de 2 169 775,64.
Le solde des restes à réaliser, 659 041,57, ce qui nous fait donc un résultat cumulé de 2 828 817,21. Le total cumulé donc du solde d'exécution 2024, 1 512 948,48. Le résultat antérieur reporté, 3 12 241,64. Le résultat de clôture 2024, 4 525 190,12. Le solde des restes à réaliser, 659 041,57. Et le résultat cumulé, donc, 5 184 231,69. Si on fait une petite analyse, donc, en section de fonctionnement, les recettes dépassent largement les dépenses, ce qui génère un résultat positif cumulé de 2 355 414,48. Pour la section d'investissement, les recettes sont également supérieures aux dépenses avec un résultat cumulé positif de 2 828 817,21. Et il reste donc un reste à réaliser de 659 041,57. Et le total cumulé, le budget principal affiche un résultat cumulé global positif de 5 184 231,69, ce qui reflète donc une bonne gestion financière pour l'année 2024. Ces chiffres montrent donc une bonne maîtrise des finances avec des excédents significatifs dans les deux sections. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du compte financier unique 2024 du budget principal, de constater que la procédure de confection du compte financier unique est commune à l'ordonnateur et au comptable public et est entièrement dématérialisée, et que l'état des contrôles du CFU met en évidence la stricte concordance entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, de constater les identités de valeur avec les indications portées au compte financier unique pour le résultat de l'année 2024, les données de bilan d'entrée et du bilan de sortie, les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, d'adopter le compte financier unique 2024 du budget principal de la commune d'Espira-de-la-Glie et d'autoriser l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Qui est contre? Donc, Oui. Oui. Quelqu'un a des questions? Oui, pardon. Page 20, le chapitre 13, je ne comprends pas dans les explications pourquoi positionnel vous avez un montant, il y a à peine 33% Alors, oui. chapitre 13, conditions d'investissement. Alors ça, subvention. je vais demander les chiffres exacts et l'analyse à Madame la DGS. Oui. On reste à réaliser, en fait, c'est des choses qu'on va recevoir cette année. En fait, c'est budgétisé et souvent sur les subventions, on a une partie une année et l'autre partie l'autre année. Une fois que les... Non, on fait toujours comme ça, en fait. C'est parce que c'est sur l'année. Oui. Oui, oui, c'est une fois que c'est notifié, on engage pour les crédits. Sinon. Ah bah si, ce qu'on met, c'est ce qu'on est sûr d'avoir en totalité. C'est juste qu'après, par exemple, vous avez des travaux avec plusieurs tranches. Une fois que la tranche 1 est terminée, on a un premier paiement, la tranche 2, la tranche 3, et des fois, on a des projets qui peuvent être à cheval ou débordés parce qu'il y a une procédure de marché. Voilà, c'est juste ça. Oui, d'accord. Donc sur le prochain qu'on va nous présenter, cette somme n'apparaîtra pas vu qu'elle a déjà été décidée dans le concepteur. Elle sera dans les restes à réaliser. Oui. En fait, les restes à réaliser, on l'avait déjà expliqué, ce sont des dépenses ou des recettes d'investissement qui sont engagées. Ah ben si, puisque... Non. Excusez-moi, mais celles qu'on met dans le budget, qu'on inscrit dans le budget, c'est des sommes qu'on est sûr d'avoir. C'est une fois qu'elles ont été notifiées Voilà, qu'on les met. C'est-à-dire notifiées, ça veut dire que ce soit le département ou quoi, on est sûr des sommes. Oui, ben voilà. Vous n'avez pas parce que peut-être une partie n'a pas été bien réalisée ou pas fait, des choses comme ça. Non, on n'a pas de souci. C'est juste ça. Il y a une grosse différence entre le prévisionnel et le réalisé.
Oui, il peut y avoir une différence, sauf qu'une fois que les dossiers sont bien montés et bien ficelés, en général, on a la totalité et on est notifié dans l'intégralité de la subvention. Tout dépend du travail accompli, effectivement. Voilà. Après, j'ai une autre question. Page 23. Chapitre 77. Vous avez prévu 15 000. On a 90 000. On peut savoir ce que c'est. Quelle page? Page 23. Page 23, 77. Page 23. Chapitre 77. Produit spécifique. Produit spécifique. Il y avait 15 000. C'est juste, on a 90 000. On peut avoir des explications ou pas? On est en train de... Mais c'est vrai que c'est assez complexe les tableaux budgétaires. Après, on peut prendre des questions et vous répondre par écrit dès demain. Il n'y a pas de... Voilà, non, mais c'est... Voilà, non, mais Madame Ferrat, je vous le dis, c'est vraiment pas pour botter en touche. La réponse, vous l'aurez. C'est juste pour pas retarder, parce qu'à chaque fois, on va aller regarder ce qu'il y a sur les budgets. Si vous voulez, c'est un extrait. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est regarder dans le détail sur l'informatique. Donc voilà, si ça vous dérange pas... Au lieu de l'avoir par écrit, d'avoir lors du prochain conseil, comme ça on l'a publié. Ah, bien sûr, il n'y a aucun souci. Parfait, ça sera fait. C'est des ventes. On m'indique que c'est des ventes, c'est des produits de cession. Mais quel type de vente? Oui, d'accord. Pour l'achat de la nouvelle balayeuse, par exemple. Donc, mais c'est la vente. En fait, voilà, chaque fois qu'on achète quelque chose, ce qui est usé, on essaye de le revendre. Voilà. Je vous remercie. Il n'y a plus de questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et là, on a le 6. L'ordre du jour, c'est tout aussi. Le 6, tout à fait. 6. Donc, ordre du jour numéro 6, adoption du compte financier unique de l'exercice 2024 du budget annexe de la halle commerçante par Janine Labbé. Hop, je me débarrasse de mon tableau. Je vais y arriver. Non, je vais le trouver. Ça y est. Le début est le même. Oui, tout à fait. Directement au tableau. Donc oui, effectivement, je ne vais pas vous relire l'exposé, hein, puisque c'est le même que l'ordre du jour numéro 5. Donc je passe directement aux chiffres, si vous le voulez bien. Donc pour ce qui est du compte financier unique 2024 de la halle commerçante. En section de fonctionnement, nous avons des recettes 53 161,62, des dépenses d'un montant de 44 229,10 et donc un résultat de clôture positif de 8 932,52. La section de fonctionnement présente un excédent, ce qui signifie que les recettes couvrent les dépenses. En section d'investissement, recettes 127 737,54, dépenses 14 049,50. Résultat de clôture négatif, moins 251 465,12. Le solde négatif dans cette section est dû à un résultat antérieur reporté de 113 688,04 qui est lui-même négatif. Ce déficit reporté, combiné aux dépenses d'investissement, entraîne un résultat de clôture négatif. Total cumulé, donc résultat de clôture au total, moins 128 844,56. Le solde négatif global est principalement dû donc à la section d'investissement où les déficits antérieurs et les dépenses dépassent largement les recettes. Ainsi,
est-il proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du compte financier unique 2024 du budget annexe à le commerçante, de constater que la procédure de confection du compte financier unique est commune à l'ordonnateur et au comptable public et est entièrement dématérialisée et que l'état des contrôles du CFU met en évidence la stricte concordance entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, de constater les identités de valeur avec les indications portées au compte financier unique pour le résultat de l'année 2024, les données du bilan d'entrée et du bilan de sortie, les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, d'adopter le compte financier unique 2024 du budget annexe à le commerçant de la commune d'Espira-de-la-Glie, d'autoriser l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on est d'accord que la prévision budgétaire totale, elle est 275 000, et en fait, on a que 127 000. Il y a une prévision. Non, mais c'est pas là-dessus, c'est sur le document. Quel document? C'était prévu. On est d'accord, c'est prévu 275 000, donc il y a encore un gros écart entre les deux. Mais c'est un budget. Investissement 275, en fonctionnement 56 000. Recettes. Ah d'accord, mais c'est sûr. Les recettes réalisées. Ah oui, effectivement, parce qu'on a dû mettre ça en non-valeur, parce qu'on a eu un problème de paiement, notamment, c'était la fromagère. On l'a vu. Oui. Ouais. Non, il n'y a pas que ça. On a, voilà. En fait, C'était un petit budget parce que quand on a voté cette carte, c'est une subvention d'équilibre qui est versée. Justement parce qu'on est en négatif sur ce budget-là. mais pourtant il y a certains moments on aurait dû recevoir cette subvention. Après, c'est sur le fonctionnement qu'on les a reçus. Les 90 000, on a dit qu'on les a reçus cette année, en fait. Oui. Oui, mais il y a des différences de plus de 100 000 euros entre les deux, quand même, entre le prévu et les recettes réalisées. Après, je sais que c'est pas la même chose, la comptabilité. Non, mais en fait, voilà, Oui. si vous voulez, moi, je veux pas vous dire de bêtises, parce que je suis en train de prendre les dossiers en main, et certains peuvent m'échapper encore aujourd'hui. Donc, on vous répondra au prochain conseil municipal, clairement, sur ces chiffres-là. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est entre les 90 000 qu'on a reçus et plus une subvention d'équilibre. C'est ça. Et les non payés, donc ils sont en valeur. C'est un cumul. Après, comme on l'a vu depuis quelques années, hein, donc le résultat cumulé est négatif. Mais bon, comme on l'a également dit, tous les investissements engagés souvent par certaines communes, elles ne génèrent pas nécessairement un bénéfice direct ou immédiat d'entrée. Hein. Voilà. Ouais. Mais dans le total, on est à 180 800. Ah oui. C'est ça. Oui, après on est obligé d'avoir un équilibre budgétaire entre les dépenses et les recettes. Et forcément, il y a une subvention d'équilibre qui est donnée par la commune. Ah si. Ah si, on est obligé, sinon il est insincère. Ouais. Tout à fait. Donc, qui est contre, qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La majorité, pardon. C'est toi encore là? Ouais. Ordre du jour numéro 7, adoption du compte financier unique de l'exercice 2024 du budget annexe du lotissement Les Portes de la Glie. C'est pareil. Ça c'est toujours pareil. Donc, même chose, hein, l'exposé, je ne vous le lis pas, puisque c'est le même. On passe donc aux chiffres.
Oui. Alors là, Toujours pas. donc il n'y a pas de mouvement, hein, donc un total cumulé de moins 38 515 €, donc, puisqu'il reste toujours une parcelle. 4 lots ont été vendus, je vous le rappelle, et il reste donc un lot à la vente. Non, il était réservé. Non, non. Enfin, il est toujours réservé. Voilà. Ainsi est-il proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du compte financier unique 2024 du budget annexe lotissement Les Portes de la Glie, de constater que la procédure de confection du compte financier unique est commune à l'ordonnateur et au comptable public et est entièrement dématérialisée, et que l'état des contrôles du CFU met en évidence la stricte concordance entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, de constater les identités de valeur avec les indications portées au compte financier unique pour le résultat de l'année 2024, les données du bilan d'entrée et du bilan de sortie, les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, d'adopter le compte financier unique 2024 du budget annexe lotissement Les Portes de la Glie de la commune d'Espira de la Glie, et d'autoriser le maire ou l'adjoint ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, merci. On fait rentrer, donc on peut faire rentrer monsieur le maire. Le dossier 8, c'est ça? Oui. Donc, nous allons passer à l'affectation définitive du résultat de l'exercice du budget communal 2024 que je vais vous présenter. Par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2025, la commune a procédé à la reprise anticipée des résultats 2024 au budget principal et au budget primitif 2025. Il convient aujourd'hui de procéder à l'affectation définitive des résultats constatés au compte financier unique dans le CFU 2024. Nous retrouvons les chiffres qui viennent d'être présentés au CFU. Pour le budget principal, l'affectation du résultat s'établit ainsi. Un résultat de fonctionnement de 2 355 414,48 positif. Un résultat en investissement positif avec les restes réalisés de 2 828 817,21. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'affectation pour la section d'investissement. Je vous propose d'affecter les 2 355 414,48 en report de fonctionnement. Il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? D'accord. Et donc à la majorité, je vous remercie. Ainsi, donc, j'ai sauté un morceau, excusez-moi. Donc, il est proposé l'affectation définitive des résultats 2024 du budget principal tel que détaillé ci-dessus, ou sur le tableau, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseil municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Dossier 9, affectation définitive du résultat de l'exercice du budget annexe 2024 à la commerçante. Toujours par délibération en date du 25 février, la commune a procédé à la reprise anticipée des résultats, donc le budget annexe à la commerçante et le budget primitif 2025. Il convient aujourd'hui de procéder à l'affectation définitive des résultats constatés au compte financier unique 2024. Pour le budget annexe à la commerçante, l'affectation du résultat s'établit. Il constate un excédent fonctionnant de 8 932,52, un résultat négatif en investissement de 137 777,08. Je vous propose d'affecter l'excédent de fonctionnement de 8 932,52 à la section d'investissement sur le compte 1068. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'affectation définitive des résultats 2024 du budget à la commerçante tel que détaillé ci-dessus, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseil municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Dossier 10, affectation définitive du résultat de l'exercice du budget annexe 2024 Les Portes de la Glie
Reprise anticipée, donc toujours par délibération datée du 25 février 2025, la reprise anticipée des résultats de 2024, le budget annexe lotissement des portes de la Glie au budget primitif 2025. Il convient aujourd'hui de procéder à l'affectation définitive des résultats constatés au CFU 2024 pour le budget annexe lotissement les portes de la Glie. On constate un résultat négatif en section d'investissement de 38 500,15. Il s'agit d'un budget de stock. Il reste une parcelle à vendre, c'est la dernière, qui couvre largement le besoin de financement. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver l'affectation définitive des résultats 2024 du budget annexe lotissement les portes de la Glie, tel que détaillé ci-dessus au tableau, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le Conseil municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Quelqu'un a des questions? Nous passons au vote. Pardon, qui s'abstient? Nous passons au vote à la majorité. Je vous remercie. On passe au dossier numéro 11, le budget primitif principal de la commune, dans la décision modificative numéro 1 par Madame Font. Par délibération en date du 25 février 2025, le budget principal primitif de la commune a été voté. Il convient aujourd'hui de faire des ajustements budgétaires en cours d'exercice en section d'investissement et de fonctionnement du budget principal afin de prendre en compte les évolutions de programme, les avancements d'études et travaux et la régularisation des flux financiers croisés entre PMM et la commune. Donc les mouvements de crédit sont les suivants. Donc vous les avez sur vos dossiers sur l'écran. Diminution de crédit, donc le chapitre 13, moins 10 000 euros, le chapitre 20, moins 24 200 euros, le chapitre 23, moins 35 000 euros, l'opération 100, moins 50 000 euros, opération 119, moins 25 000 euros, opération 126, moins 150 000 euros, l'opération 178, moins 233 000 euros, opération 246, moins 25 000 euros, le chapitre 45, moins 54 100 euros. L'augmentation des crédits, l'opération 104, 150 000 euros, opération 109, 350 000 euros, opération 281, 52 200 euros, chapitre 13, 310 982,58 euros. Le total, 206 882,58 euros en recettes d'investissement. Diminution de crédit au chapitre 45, moins 104 100 euros, et augmentation de crédit au chapitre 13, 310 982,58 euros. Dépenses de fonctionnement, augmentation de crédit au chapitre 65, 16 000 euros. Dépenses de fonctionnement, diminution de crédit, chapitre 012, moins 16 000 euros. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2025 pour le budget principal tel que décrite ci-dessus. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Mettez le micro devant vous, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'opération 178, acquisition foncière. L'opération, pardon? 178, acquisition foncière. Oui. On annule quoi comme achat? Vous avez déjà posé la question au jour du budget. C'est une affectation budgétaire. C'est juste une affectation. Donc, par exemple, pour le 13, parce que je suis désolée, les comptes, je ne les connais pas par cœur, les 310 000, c'est quoi? Je ne vous entends pas parler devant le micro, madame, je vous assure. Le compte, chapitre 13, compte 13, 241. Parce que même si j'ai posé, je ne me rappelle pas, excusez-moi. Chapitre 13, c'est quoi donc? 310 000 euros, c'est quoi? Le compte 13 251? Oui. C'est les comptes d'ordre, ça, on vient de vous le dire, c'est les flux financiers entre le PMM et nous. On termine donc les choses qu'ils payent pour nous, les choses que nous payons pour eux, et donc on est en train de... C'est les comptes d'ordre. De liaison, quoi. Oui. C'est la même chose. Non, c'est les comptes d'ordre. Oui, mais je veux dire, ça revient au même. On joue sur les mots. Et ça s'équilibre, dépenses et recettes, tout le temps. Autre chose? Ah, d'accord. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je remercie. Dans le dossier 12, admission non valeur des créances irrécouvrables pour le budget principal que je vous présente, si j'arrive. Dans le cadre de l'appurement régulier opéré entre la commune, l'ordonnateur et le comptable public, la trésorerie propose l'admission en non-valeur de certains nombres de créances détenues par la commune
à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies. Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l'article L. 2541-12-9 du Code général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal. Les recettes proposées à l'admission en non-valeur concernent les exercices 2021 à 2023 et sont les suivantes. Un trop perçu de 2,46 €, un impayé à la cantine de 136,95 € et un impayé sur un loyer de 10 402,80 €, ce qui fait un total en non-valeur à inscription de 10 542,21 €. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances figurant au tableau ci-dessus pour le budget principal pour un montant total de 10 542,21 €, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2025 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Il n'y a pas d'abstention, c'est tous contre. Voilà. Dans le dossier 13, subvention aux associations pour l'exercice 2025, présenté par Madame Bagnous. C'est pas bien le micro devant. J'ai mis, hein. La ville d'Espira-de-l'Agly est soucieuse de soutenir au mieux les associations de la commune qui dynamisent collectivement la vie communale et permettent d'offrir aux administrés des activités et des centres d'intérêt variés tout en consolidant la cohésion de la population. Il est proposé aujourd'hui d'arrêter les montants des subventions annuelles aux associations pour l'année 2025 selon les demandes déposées en mairie pour les associations, puis instruites et proposées par les services en considération des subventions versées les années précédentes et du budget 2025. Cette année, ce sont 46 260 € qui sont investis pour le soutien au tissu associatif. Conformément à la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République et selon son décret d'application numéro 2021-1947, du 31 décembre 2021, toute association sollicitant l'octroi d'une subvention auprès de la ville doit adhérer au contrat d'engagement républicain dont le modèle est national. Compte tenu de la prise en compte des situations de conflit d'intérêts, il est proposé de voter à part les subventions aux associations et un lien avec certains conseillers municipaux qui devront se déporter pour le vote. Cette attribution feront l'objet de délibérations distinctes. Chaque élu étant personnellement responsable des éventuelles situations de conflit d'intérêts, il appartient à chacun de se déporter même si les services administratifs n'ont pas identifié le risque. Enfin, comme chaque année, il est proposé d'abonder le budget de la coopérative scolaire élémentaire pour les projets spectacles et activités pédagogiques hors sortie d'apprentissage de la natation prise en charge directement par la mairie, d'un montant global maximum de 60 € par élève et de la coopérative scolaire maternelle d'un montant global maximum de 3 000 €. Cette participation peut être versée directement ou en nature par l'achat par la mairie des fournitures et prestations sollicitées par les coopératives, étant entendu que ces montants sont distincts des participations obligatoires pour l'achat des fournitures scolaires prévues au budget principal pour un montant de 55 € par élève en primaire et 35 € par élève en maternelle, augmenté de 1 000 € forfaitaires par direction. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver abondement pour 2025 au budget de la coopérative scolaire élémentaire d'un montant maximum de 60 € par élève et la coopérative scolaire maternelle d'un montant global maximum de 3 000 €. D'approuver le versement d'une subvention 2025 aux associations suivantes. À domicile à Gli pour un montant de 200 €. Amicale des sapeurs-pompiers pour un montant de 500 €. La SDV sport de combat pour un montant de 500 €. L'association sportive du collège Joffre pour un montant de 100 €. À l'ACCA chasse pour un montant de 2 000 €. À l'association des professionnels d'Espira pour un montant de 1 200 €. À l'ASA, le canal Louille de la Mole pour un montant de 4 000 €. BECEFC Vallée de la Glie pour un montant de 3 000 €. Au Chat Libre Ville-Longuet pour un montant de 500 €.
au collège Joffre pour un montant de 960 €, au comité département de la FFC cyclisme pour un montant de 1 500 €, au comité du personnel municipal d'Espira pour un montant de 6 500 €, aux éclaireurs et éclaireurs de France pour un montant de 2 000 €, à Espi Art pour un montant de 200 €, à Espira Danse pour un montant de 2 000 €, à Espira Tennis Club pour un montant de 2 000 €, Espira Yoga pour un montant de 800, la FNACA pour un montant de 500, JSP Rivesaltes pour un montant de 500, l'atelier Photo Espira pour un montant de 600 et le Scaresbac pour un montant de 10 000 €. SOA, soins onco, accompagnement et effets secondaires pour un montant de 800 €. À Top Gym Volontaire Espira pour un montant de 3 000 €, à Tout en Soi pour un montant de 300, au Tréteau de la Glibe, l'atelier de chansons pour un montant de 300 €. Alors, Madame Adeline Jourdan, qui n'est pas là, voilà. Alors, d'approuver le versement d'une subvention de 2025 à l'association suivante, à l'amicale des donneurs de sang bénévoles pour un montant de 150 €, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2025 de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Tu quittes la salle, là. Maintenant, c'est moi qui me Donc, barre. puisque... Ciao. Merci d'être venu. Donc, d'approuver le versement d'une subvention 2025 aux associations suivantes. Arrêtaire pour un montant de 550 €, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2025 de la commune, d'autoriser le maire ou adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Donc, à M. Norbert, à Marco de sortir, s'il vous plaît. Je fais rentrer, s'il te plaît. Tu l'as fini? Alors, Parfait, Marco. d'approuver le versement d'une subvention 2025 à l'association suivante, association du 3e âge à Raparou pour un montant de 1 200 €, à l'association Le Souvenir Français pour un montant de 300 €, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Quelqu'un a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Pardon, je continue. C'est pareil. Faites-le que ça aille vite. Allez, plus sérieusement, donc, quelqu'un a des questions, s'il vous plaît? Je peux faire un c'est Marco. Non, il n'y a pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et vous faites rentrer Norbert Marco, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont venus récupérer leur vélo. Ah, d'accord. Ouais, ok. Bon, c'est bon, j'ai fini. J'ai tout. Non, je vais reprendre le vote parce que Norbert Marco n'était pas présent. Hein. Donc, qui est contre le vote des subventions aux associations? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Marco étant présent. Dossier numéro 14, subvention du Centre communal d'action sociale pour l'exercice 2025, Christiane Monnier. Le Centre communal d'action sociale gère les dispositifs liés à l'action sociale sur la commune. Il concentre son action sur les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les jeunes, les personnes handicapées ou les personnes aux revenus modestes. Il propose de nombreuses actions, ateliers, sorties, participation au colis de Noël à destination de ces publics. Afin de permettre le fonctionnement de ce centre, il est proposé au conseil municipal qu'une subvention d'équilibre de 16 000 € lui soit attribuée, comme chaque année, pour le soutenir dans le financement des dispositifs qu'il met en œuvre pour les administrés. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 16 000 € au Centre communal d'action sociale au titre de l'année 2025, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune, d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier 15. Fixation annuelle du forfait communal, donc TIS, transfert intercommunal des charges d'enseignement pour les écoles, année scolaire 24-25, versement 2025 pour rapporteur Janine Labbé.
L'article R 442-44 du Code de l'éducation prévoit l'obligation de prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves scolarisés dans une école privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence. L'article L 442-5 du Code de l'éducation fixe quant à lui les bases du calcul du forfait communal à verser pour les élèves de maternelle et de primaire dont l'instruction est obligatoire au sens de l'article L 131-1 du Code de l'éducation résidant sur la commune et scolarisé dans des établissements privés établis sur le territoire de la commune. Par ailleurs, l'article L 212-8 du Code de l'éducation prévoit que lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Le calcul de cette participation prend en compte l'ensemble des dépenses directes de fonctionnement général de l'école, c'est-à-dire les fournitures scolaires, le petit matériel, le matériel pédagogique, le transport, le personnel, ATSEM, agents de service, et doivent couvrir les dépenses indirectes liées à l'entretien des bâtiments et au chauffage ainsi qu'aux produits d'entretien et autres fournitures. Conformément à une circulaire du 25 août 1989, numéro 89-273, et à la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2014, numéro 204-809, la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes doit faire l'objet chaque année d'une réévaluation en tenant compte du principe de parité public-privé, présidant un financement par les communes des écoles privées sous contrat. Les dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune ont donc été réévaluées pour l'année 2024-2025 en fonction du compte financier unique 2024 qui correspondent à une juste évaluation des dépenses. Il en ressort donc que le coût d'un élève scolarisé dans les écoles de la commune est établi pour 2024, applicable donc à l'année scolaire 2024-2025 et versé en 2025, à 350,03 €, arrondi à 350 € par élève de primaire, et à 1095,38 €, arrondi à 1100 € par élève de maternelle. Dans un souci de simplification et d'harmonisation, il est proposé de retenir le même montant pour le TIS et pour le forfait communal à verser pour les élèves de maternelle et de primaire dont l'instruction est obligatoire au sens de l'article L 131-1 du Code de l'éducation résidant sur la commune et scolarisés dans les établissements privés établis sur le territoire de la commune. Le forfait communal de l'année scolaire concernée, N+1, est versé en deux fractions. 70% par avance au premier semestre de l'année, N+1, sur présentation du justificatif de scolarisation des élèves issus de la commune dont l'instruction est obligatoire au sens de l'article L 131-1 du Code de l'éducation et sur la base du montant du forfait communal voté en année N. Le solde au second semestre de l'année, N+1, après réévaluation par délibération du montant du forfait communal par élève sur base du compte administratif de la commune à l'année N. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal de fixer le montant des participations à appliquer pour l'accueil dans les écoles maternelles et primaires de la commune d'élèves extérieurs à la commune, TIS donc, pour l'année scolaire 2024-2025, versement à 2025, à 350 € par élève de primaire, 1100 € par élève de maternelle, de fixer le montant du forfait communal à verser aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association situés sur le territoire de la commune pour l'année scolaire 2024-2025, versement 2025, à 350 € par élève de primaire domicilié sur la commune et à 1100 € par élève de maternelle domicilié sur la commune et dont l'instruction est obligatoire au sens de l'article L 131-1 du Code de l'éducation. De fixer les modalités de versement du forfait communal à verser aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association situés sur le territoire de la commune telles que décrites ci-dessus, d'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 16, convention de partenariat avec la région académique.
Occitanie pour la mise à disposition de l'ENT École pour l'année scolaire 25-26, présentée toujours par Madame Labi. L'environnement numérique de travail, l'ENT École, s'inscrit dans le programme des ENT de l'Éducation nationale et permet d'offrir sur l'ensemble du territoire de la région académique un ENT qui propose un environnement de confiance cohérent, dans la continuité de l'ENT second degré unique déployé pour tous les lycées et la quasi-totalité des collèges de la région académique. Une formation uniforme des personnels enseignants des écoles publiques et une mutualisation des ressources pédagogiques et une assistance optimisée. La solution applicative offre à chaque usager, enseignant, élève, directeur, parents, personnel de la collectivité, un accès simple, dédié et sécurisé aux services dont il a besoin. Des services de communication et de collaboration, des services informationnels et documentaires, des services d'accompagnement de la vie de l'élève, des services de production pédagogique et éducative, ainsi que des services utilitaires de stockage et de gestion. Les usagers bénéficient à travers un service web d'un accès authentifié et de services spécifiques selon leur profil. L'ENT École est notamment interconnecte au gestionnaire d'accès aux ressources, le GAR, qui permet un accès sécurisé à des ressources numériques externes à l'ENT École. Afin de bénéficier de ce service commun, la commune conventionne chaque année avec la région académique et s'engage au titre de cette convention à assurer l'équipement et la maintenance informatique ainsi que les accès Internet nécessaires à l'utilisation de l'ENT École. Une participation de la commune destinée à couvrir les dépenses engagées par la région académique pour la mise à disposition du logiciel, l'assistance et l'accompagnement des utilisateurs est fixée à 40 € TTC par école et par an, soit 80 € pour la commune d'Espira de la Glie. Vu le projet de convention annexé, vous l'avez donc juste à côté. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la région académique Occitanie pour la mise à disposition de l'ENT École pour l'année scolaire 2025-2026 aux conditions principales décrites ci-dessus, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Dossier 17, convention de participation financière à la Bressole pour la scolarisation d'élèves pour la commune pour l'année 2024-25. Monsieur Jonca. La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école de la Bressole par la commune. Le calcul de cette participation prend en compte l'ensemble des dépenses directes de fonctionnement général de l'école de résidence, fournitures scolaires, petit matériel, matériel pédagogique, transport, personnel ATSEM, agents de service, etc. et doivent couvrir les dépenses indirectes liées au bâtiment scolaire, les fluides, l'entretien, réparation et maintenance, fournitures, etc. Conformément à une circulaire du 25 août 89 et à la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2014, la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes doit faire l'objet chaque année d'une réévaluation en tenant compte du principe de parité publique-privée. Président 1. Financement par les communes des écoles privées sous contrat. Les dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune ont donc été réévaluées pour l'année 2024 et 2025 en fonction du compte financier unique de 24, qui correspond à une juste évaluation des dépenses. Il en ressort que le coût d'un élève scolarisé dans les écoles de la commune est établi pour 2024, application à l'année scolaire 2024-2025 et versé en 2025, de 350,03 € arrondi à 350 € par élève de primaire, à 1095,38 € arrondi à 1100 € pour un élève de maternelle. Dans un souci de simplification et d'harmonisation, il est proposé de retenir le même montant pour le TICE et pour la participation financière versée pour les élèves de maternelle et de primaire, dont l'exclusion est obligatoire au sens de l'article L. 131-1 du Code de l'éducation, résidant sur la commune et scolarisé dans un établissement d'enseignement situé sur le territoire de notre commune, à la condition que la commune de résidence
ne disposent pas d'écoles dispensant un enseignement de langue régionale. Sur cette année scolaire, 2 enfants d'Espira de la Vie sont scolarisés à la Brossole, un en maternelle et un en primaire. Vu le projet de convention que vous avez en annexe. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention et le paiement d'une participation financière pour l'année scolaire de 2024-2025 d'un montant de 1 450 € à l'Association pour l'éducation et à la culture catalane des enfants de la Brossole, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de 2025 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 18, convention de reversement Sequoia 3, présenté par Madame Fon. On repart au 17 là. C'est juste Il y a- inversé. en fait, il y a eu une inversion parce qu'il y a eu la Bressola qui nous a prévenus au dernier moment et vu leur situation financière, on a voulu à tout prix le passer. Voilà. Comment? Une erreur dans la date, dans la 26 juin. Non, bah, déjà. 2025, on est en avance. Allez, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, le programme d'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique lancé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies en partenariat avec le ministre de la Transition écologique et solidaire propose un financement pour soutenir et accompagner les projets de mutualisation des actions d'efficacité énergétique des collectivités. Le programme ACTEE2 vise à aider les collectivités à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures d'énergie et apporte un financement pour déployer un réseau d'économie de flux, accompagner la réalisation d'études technico-économiques, le financement de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'achat d'équipements de mesure et de suivi. Suite à l'AMI Sequoia 3 à destination des bâtiments publics tertiaires des collectivités, PMM a candidaté pour son propre patrimoine et pour celui des communes membres, dans le cadre d'un groupement avec d'autres acteurs du département. La candidature du groupement a été retenue par le jury du programme Acté 2. La commune a sollicité le financement de ses actions d'efficacité énergétique éligibles au programme Acté 2 Sequoia 3 de la FNCCR et payées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Dans le cadre de la candidature de PMM. Une convention de reversement entre PMM et la commune est proposée pour acter cette opération. L'évaluation des dépenses d'investissement certifiées de rénovation énergétique au niveau des écoles primaires et maternelles correspond à la mission de maîtrise d'œuvre pour un montant de 2 435,90 € hors taxe. Le projet de convention est tenu à disposition des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion des conventions de reversement entre PMM et la commune à conditions principales telles que décrites ci-dessus, d'imputer la recette correspondante au budget principal 2025 de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire et le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Dossier 19, convention PMM, donc marketing territorial, donc présenté toujours par Madame Fon. Comme elle le fait depuis 2022 dans le cadre de ses compétences, notamment en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire et d'action extérieure et plus généralement dans le souci constant de favoriser le rayonnement communautaire, PMM souhaite consacrer une partie de ses actions de marketing territorial à des manifestations et actions de communication événementielles ou protocolaires mettant en valeur le patrimoine et la richesse de ses offres. Cette communication de proximité, couplée à une communication institutionnelle globale et collective, à des opérations ciblées sur des actions propres à PMM, constituent les 3 grands volets de la stratégie de marketing territorial communautaire pour favoriser le rayonnement du territoire dans son ensemble.
Aussi, PMM a souhaité s'associer à ses communes membres pour les manifestations et actions de marketing territorial conjointes dont elle a été détectée qu'elle représente une dynamique de territoire participant au rayonnement communautaire et à la diffusion de l'attractivité du territoire. Pour Espira de l'Agly en 2025, il s'agit des événements suivants. Donc le dernier spectacle de magie donc du 11 avril 2025, la pièce de théâtre Aqua du 23 mai 2025, le spectacle cabaret du 13 juin 2025 et le spectacle d'Ifraja chanté Piaf qui aura lieu le 14 novembre 2025. Dans le cadre de sa participation conjointe, PMM prend en charge le montant maximum de 5 000 € sur ces opérations conjointes et la commune s'engage à assurer l'organisation, le pilotage et la coordination globale de l'opération et à tenir PMM constamment informé tout en associant son image aux événements. La convention 2025 doit être signée. Le projet de convention est tenu à disposition des conseillers municipaux en séance ou en mairie. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention à passer avec PMM pour l'organisation d'opérations conjointes de marketing territorial à rayonnement communautaire avec la commune d'Espira de l'Agly pour l'année 2025 aux conditions décrites ci-dessus. D'inscrire et imputer les recettes correspondantes au budget principal de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou les conseillers municipaux délégués en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Merci. Des questions? Façon de vote, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 20, révision de libre attribution de compensation de PMM avec IFER 2025-2027. Vous allez sortir? Non, c'est dans le prochain conseil. Ah d'accord. Ah bien, vous l'avez, je n'ai pas eu. Là, on passe au... Ah bien, c'est qui? C'est Nathalie encore. Mais Nathalie. Nathalie. Non, c'est Jean-Pierre. Non, c'est juste inversé. Il est passé le système. Je vais le prendre là. Création d'une servitude d'FCI piste de la commune d'Enrafalo dans le cadre du projet des pistes d'FCI. Pour la commune d'Enrafalo, la commune d'Espira de l'Agly est confrontée à la nécessité de régulariser la situation foncière de ses voies et exposer au conseil municipal la situation foncière du projet de la piste d'FCI de la commune d'Enrafalo. Pour régulariser le statut de cette voie, il est proposé de saisir Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en vue d'obtenir au profit de la commune d'Espira de l'Agly une servitude de passage prévue par le Code forestier dans les articles L 134-2, L 134-3, R 134-2 et R 134-3 pour assurer la continuité des voies de défense des forêts contre l'incendie. Ce dispositif permettra également de réserver l'usage de cet itinéraire des FCI aux services communaux, aux services concernés par la défense des forêts, ainsi qu'aux propriétaires riverains et leurs ayants droit, dans des conditions sécurisées et réglementées. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter Monsieur le préfet une servitude de passage au profit de la commune, de prendre acte de la mise en œuvre d'un arrêté municipal ultérieur pour réglementer la circulation sur ces voies, exclusivement réservées aux services compétents et aux ayants droit, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Merci. Des questions? Des passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 20, dont on pose d'un coffret en façade de convention de servitude avec Enedis pour la parcelle AH80, Monsieur Martinez. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés doivent emprunter la propriété de la commune. Cette amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique nécessite le passage sur la parcelle cadastrée section AH numéro 480 appartenant à la commune. Ainsi, la société Enedis, propriétaire des réseaux, a sollicité la commune pour constituer une servitude de réseau à son profit sur la dite parcelle. Cette servitude sera consentie par la commune à titre gratuit et sera enregistrée à la publicité foncière. Le projet de la convention est tenu à disposition des conseillers municipaux en séance et en mairie. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude pour la pose d'un coffret au profit d'Enedis
sur la parcelle AH 480 aux conditions principales décrites ci-dessus. D'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Robert. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 21, liquidation du syndicat Agli Verdouble, Christiane Monnier. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5212-33, L 5211-25-1, L 5211-26 et L 5711-1, vu l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 1955, portant création du syndicat dit Agli Verdouble, vu l'arrêté préfectoral numéro préf DCL BCLAI 2024-333-0001 en date du 28 novembre 2024, mettant fin à l'exercice des compétences exercées par le syndicat Agli Verdouble. Le compte administratif 2024 du syndicat Agli Verdouble a été voté par son assemblée délibérante. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'accepter les conditions de liquidation du syndicat Agli Verdouble telles que décrites ci-après et précisées en annexe à la présente délibération. Affectation des résultats comptables, tableau joint de répartition au prorata de la population de chaque commune et de Perpignan Méditerranée Métropole CU, répartition de l'actif et du passif, immobilisation, biens, subventions d'équipement, trésorerie, etc. Répartition due ou des emprunts, aucun. Transfert du personnel, aucun. D'autoriser le président du syndicat Agli Verdouble à saisir l'ensemble des organes délibérants des collectivités, membres du syndicat, pour qu'ils se prononcent sur les conditions de liquidation proposées. De solliciter auprès de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales l'arrêté de dissolution du syndicat Agli Verdouble. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 23. Motion de soutien à l'association ALF 66 pour la réouverture de la ligne SNCF Rivesaltes-Quillan, présentée par Monsieur Marcoux. L'appel des 1300 pour la réouverture de la ligne SNCF Rivesaltes-Quillan. L'association pour la ligne ferroviaire ALF 66 demande à la SNCF la réouverture de la ligne ferroviaire SNCF qui reliait Perpignan et Rivesaltes à Quillan et Carcassonne après avoir fermé au service voyageurs en 1939, puis au trafic de marchandises. Cependant, les voies sont toujours là, inutilisées. Un train touristique, le TPCF, continue de circuler et son succès populaire a témoigné de l'attachement des citoyens au transport ferroviaire dont ils sont privés. L'engorgement des routes départementales dans l'Aude comme dans les Pyrénées-Orientales, jusqu'à 9000 voitures et camions traversent la RD 117. L'isolement au village des jeunes et des personnes âgées, tout cela a conduit à la création de l'association pour la réouverture de la ligne ferroviaire, ALF 66, et a lancé la pétition signée par 1300 habitants des villages de l'Agli et des Fenouillades. Les 1300 signataires de l'appel expriment le mal-être des habitants du fait de l'absence d'alternative au transport par la route. Problèmes de bruit, de pollution, d'accidents parfois gravissimes sur la RD 117, des bouchons de circulation aux heures de pointe. Le droit à la mobilité pour tous n'est plus garanti, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées. Beaucoup restent cloués au village, faute de moyens de transport collectif. La modernisation de la ligne en voie unique par un renouvellement de la voie et un système de cantonnement dit de blocs automatiques lumineux permettrait un cadencement d'au moins 5 circulations quotidiennes en TER, aller et retour, pour tous les villages de l'Agli et des Fenouillades jusqu'à Perpignan. Cela ouvrirait un couloir de communication ferroviaire allant de la Haute-Vallée de l'Aude jusqu'à Perpignan Méditerranée. Les gares longeant la ligne des Fenouillettes pourraient être aménagées en gares d'échange multimodal, train plus bus plus train plus covoiturage train plus location, ou point de garage des vélos, parking pour les voitures, etc.
Ces aménagements commencent à être mis en place dans le département de l'Aude. L'association et les signataires de la pétition veulent que des moyens de transport collectifs sûrs, performants et écologiques. La LF de l'Aude, appuyée par un grand nombre d'élus de leur département, ont déjà fait moderniser la voie unique entre Carcassonne et Limoux. Ils sont en train de se mobiliser pour la modernisation du dernier tronçon entre Limoux et Quillan. Les problèmes des Quillans du réchauffement climatique mettent la relance du train à l'ordre du jour. Un train de voyageurs, c'est 14 fois moins de CO2 que le même nombre de voyageurs transportés par la route. Même chose pour le transport des marchandises. Un train égale des centaines de camions. Or, des centaines de camions traversent chaque jour les routes de l'Aude et de l'Agly-Fenouillède. L'Europe envisage la mise en circulation sur nos routes de méga-camions à 2 remorques. Plusieurs élus municipaux et régionaux ont signé cette pétition. La relance du rail voyageurs et marchandises est à l'ordre du jour. Ce doit être l'affaire de tous les citoyens et des élus, comme c'est déjà le cas dans l'Aude. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal de décider d'apporter son soutien à la LF 66 pour la réouverture de la ligne ferroviaire SNCF qui reliait Perpignan et Rivesaltes à Quillan et Carcassonne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va décider qu'on la soutient. D'accord. Donc, personne n'est contre, personne s'abstient, donc merci. Donc, les dossiers sont apurés. Pour conclure, donc, c'est le dernier conseil municipal, l'avant-dernier peut-être, l'avant-dernier, avant de nous quitter pour les vacances d'été. Je souhaite féliciter l'ensemble des services communaux qui, par leur professionnalisme et aussi leur enthousiasme, leur adhésion à notre projet de vie commune, permettant à la ville d'être devenue une commune attractive, vivante, où il fait bon vivre. Comme je le réalise chaque année également, permettez-moi de mettre en exergue le service financier et au sens large les services administratifs et techniques. Et notre directrice pour l'excellent travail fourni, une fois de plus pour le vote du CFU des différents BP. Donc oui, mais il faut rappeler quand même que pardon, hein, c'est les allergies. Enfin, nous avons été choisis par la préfecture, comme 7 autres communes dans le département, pour mettre en place la M57 l'année dernière. Cette année, bis repetita, c'est le CFU qui remplace le compte administratif et le compte de gestion du trésorier. Donc c'est un travail, une adaptation nécessaire, une liaison entre les deux nomenclatures également, et donc un savoir-faire donc, qui est reconnu de nos services. Donc il faut le mettre en exergue, et je remercie donc Julie Lidivine aux services financiers, Virginie aux ressources humaines, Marine, qui est la personne qui nous fait les dossiers pour les recettes, et Émilie demain, Génie demain, pardon, et Jean-Philippe qui suit tous nos dossiers techniques parce qu'il a une hôte bien chargée, et notre DGS, Laurent-Henri, qui pilote tout ça. Donc pour l'ensemble, c'est excellent travail. Merci à vous. Dans l'ordre du jour étant apuré, je vous souhaite à toutes et tous de superbes vacances, et peut-être donc dans quelques temps, le conseil municipal est clos. Il est 19h58.